France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. On s'intéresse cette semaine à l'accueil des migrants en Guyane, toujours nombreux à affluer depuis le Moyen-Orient notamment. De nouveaux centres ouvrent pour les accueillir, on en parle dans quelques instants. A tout de suite. Mais d'abord, la Guyane a connu dimanche une coupure d'électricité massive. 50 000 foyers ont été privés de courant, pour certains durant plus de 11 heures. Une panne sur la ligne du barrage de Petit-Saut qui fournit 60 à 70% de l'électricité en Guyane est à l'origine de ce blackout. Lundi, tout est rentré dans l'ordre. La lutte contre l'habitat indigne, une problématique très présente en Outre-mer où le taux de pauvreté est 5 à 10 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Les associations notamment sont sur le front pour tenter de sortir certaines familles de la misère, comme ici à Saint-Denis à La Réunion, Henri-Claude Elma et Michel Bertil. Le jardin avec son rosier et le chien, tout du Havre de paix. C'est ici à Saint-François, dans les Hauts-de-Saint-Denis, qu'habite Giovanni Techer. Moi, on a un petit toit, mais après, moi, pour améliorer. Parce que là, je ne peux pas inviter un monde, même mon papa ne peut pas inviter. Son séjour salon ne le permet pas plus que ses toilettes qualifiées d'à l'ancienne pour adoucir une réalité plus brutale. La toilette, c'est un bac dessous, après on fait caca dedans, pipi dedans, après on met des vides dehors. À côté, la toiture de la salle de bain tient grâce à des étés. Aujourd'hui, la pluie s'infiltre dans une chambre attenante. Dans cette maison, Giovanni Techer, au chômage, vit seul avec ses 3 filles de 6 à 13 ans. L'électricité a été refaite à neuf, mais il attend, à défaut d'une rénovation complète. Autre lieu, Saint-André où le calvaire de Danizit est terminé depuis 1 mois et demi. Elle vivait au rez-de-chaussée d'une maison. Une fuite dans le logement au-dessus a provoqué pendant plusieurs mois un important dégât des eaux, rendant la maison insalubre. On n'avait même plus d'électricité, était dangereux aussi pour maman, il avait de l'eau, les fils par terre. Le cas de Madame Zit, il est symptomatique d'un manque sur le territoire de solutions pour les familles avec familles nombreuses. Il y a des familles nombreuses à La Réunion qui ont besoin de se loger, qui ont besoin d'être mises à l'abri. À La Réunion, 18 000 logements sont considérés comme indignes. Une nouvelle visite ministérielle à La Réunion. Cette semaine, après Gabriel Attal, le ministre délégué aux Outre-mer est arrivé dans l'île pour 3 jours. Et Philippe Vigier a fait une annonce très attendue. Il a assuré que le projet d'écotaxe sur les billets d'avion pour financer le chemin de fer ne s'appliquerait pas aux territoires ultramarins. Et puis sans surprise, en Nouvelle-Calédonie, l'indépendantiste Roch Wamitan a été réélu à la présidence du Congrès pour la 5e fois consécutive. Il fera partie d'ailleurs la semaine prochaine d'une délégation d'élus calédoniens attendus à Paris pour discuter de l'avenir institutionnel du territoire du Pacifique avec le gouvernement. On en vient à ce drame en Guadeloupe. Une jeune femme drépanocytaire est décédée après avoir contracté la dengue. S'il est rare qu'il cause la mort, le virus transmis par le moustique est particulièrement dangereux pour les personnes atteintes de drépanocytose. Michael Bastide et Christian Danquin. La Guadeloupe est en phase épidémique depuis le 17 août. 960 cas biologiquement confirmés ont été enregistrés. La dengue est une infection grave et potentiellement mortelle. La population, et en particulier les malades de la drépanocytose, est appelée à la plus grande vigilance et à se protéger contre les piqûres de moustiques. Il faut que dès qu'ils aient premiers symptômes, maux de tête, vomissements, étourdissements, qu'ils se rendent aux urgences ou au centre de drépano. Parce que là, je me suis dit, si on ne fait pas attention, on va additionner des décès. Chaque année, on parle de la dengue. Dites-vous que la dengue, ce n'est pas seulement un moustique. La dengue, ça peut entraîner la mort, ça peut entraîner la maladie, l'hospitalisation de jeunes gens, de gens fragiles, avec des fièvres pas possibles. Et on a besoin de sang, parce qu'il faut les transfuser bien souvent. Pour leur mettre des antibiotiques. La présidente de Guadeloupe Espoir Drépanocytose rappelle aux drépanocytaires l'importance d'effectuer un bilan de santé annuel et insiste sur le fait que la dengue est l'affaire de tous dans la lutte contre la prolifération du moustique porteur du virus.
La Guyane, choisie pour terre d'asile par nombre de réfugiés du Moyen-Orient ou encore d'Haïti. Pour tenter de les accueillir dans de bonnes conditions, de nouveaux centres d'hébergement d'urgence continuent d'ouvrir, mais ils restent insuffisants. C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Jocelyne Elgouache et Franck Fernandez. C'est un nouveau centre d'hébergement d'urgence installé sur la commune de Matouré. 69 personnes, 14 familles vivent dans ces bungalows. Ils sont tous demandeurs d'asile, originaires d'Afghanistan, de Syrie, Tunisie, Cuba ou encore Haïti. Tous ont campé plusieurs semaines dans les rues de Cayenne avant de bénéficier de cet hébergement. Nous sommes tous des demandeurs d'asile. Même si psychologiquement, nous avons toujours le stress pour obtenir notre statut de réfugié, ici, nous sommes plus sereins et en sécurité. Les demandeurs d'asile sont accompagnés par l'association Humanity First. Prisca Gallimot et son équipe aident les familles dans leur démarche. Il faut savoir qu'on a un public qui est en procédure d'asile, donc le but c'est vraiment de les accompagner sur le volet social et ou professionnel, en collaboration avec divers partenaires. Il faut savoir que l'OFI nous oriente ces personnes-là pour qu'on puisse les héberger de façon temporaire. L'association Humanity First est un acteur essentiel auprès des demandeurs d'asile. Tarek est arrivé en juin 2022 en Guyane. Après avoir obtenu son statut de réfugié, il est aujourd'hui salarié de l'association. Je suis chauffeur pour l'association, mais je distribue aussi des colis alimentaires. À mon tour, j'aide ceux qui sont dans le besoin. Beaucoup d'entre eux ont fui la guerre et l'insécurité. Certains sont arrivés en Guyane depuis plusieurs mois. Un toit après des semaines dans la rue. Tous rêvent d'une nouvelle vie plus sereine. Mon projet, c'est rester ici. Je suis boulanger, je fais des pains orientaux et même du pain français. J'aimerais rester ici et ouvrir une boulangerie car j'aime beaucoup ce territoire. Mon projet, c'est de devenir accompagnateur social. Construire ma maison, ma famille, construire ma vie. L'association Humanity First accompagne actuellement 270 demandeurs d'asile en Guyane. C'est l'initiative d'un passionné d'abeilles et de transmission à La Réunion. Un apiculteur initie les enfants à son art, un temps de partage, mais aussi de sensibilisation à la protection des abeilles, si précieuses pour notre environnement. À Petite-Île, Laurent Pirotte et Laurent Josse. Ils ont entre 7 et 11 ans et n'ont plus peur des piqûres d'abeilles. 2 fois par mois, Marc-Alexis, Yann Jérémy, Pierre et Jade ont rendez-vous avec les ruchers et surtout avec les conseils d'Olivier Faure, un apiculteur passionné. Tout commence par un rappel des règles de sécurité. Alors la première chose, on ne court pas. Parce que ça peut faire vibrer la ruche et les abeilles n'aiment pas ça. On enfume la ruche. Pour leur donner l'impression qu'il y a quelque chose qui brûle à côté, donc elles vont tout faire pour aller manger, pour se préparer à partir. Et pas question de laisser tomber un cadre et de créer la panique parmi les 40 000 résidentes de la ruche. L'idée, c'est effectivement qu'à travers ces ateliers, ils puissent apprendre, maîtriser, et au bout d'un an, puisque ça dure 1 an cet apprentissage, ils puissent prendre une ruche, mettre un essaim dedans et savoir s'en occuper. Vaincre sa peur, observer le comportement et surveiller les prédateurs comme le varroa et la fausse-teigne. Le modeste enseignement de ce professeur des écoles à la retraite passionne les jeunes. Je suis en train de faire un test de varroa phorétique et je suis en train de mélanger le sucre glace avec les abeilles pour voir s'il y a du varroa dedans, donc l'acarien, c'est ça? C'est ça. Chez moi, comme il y a plein d'abeilles, des fois, il y en a qui viennent dans ma maison, je les sors dehors et non. Et alors le miel, c'est sympa, ça doit être bon quand tu récoltes. Oui. D'ici 1 mois, si tout va bien, ces apprentis apiculteurs récolteront le miel de montagne. Certains créeront même leur propre rucher chez eux. Pour finir, c'est aussi une question de transmission. Des collégiens calédoniens sont formés à la protection des récifs coralliens, tout aussi importants que les abeilles. Pour mieux les connaître, les élèves sont amenés à plonger dans le lagon. Immersion à l'îlot Tibarama avec Géraldine Louis et Ismaël Ouakasseo. C'est le plus grand lagon du monde. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le lagon de Nouvelle-Calédonie abrite 350 espèces de coraux. Ces élèves vont faire leur observation à l'intérieur d'un périmètre bien défini, le transect.
La zone de 20 mètres de long est matérialisée ici par ce ruban jaune. Les plongeurs doivent y recenser les coraux qu'ils y rencontrent. HCB. Branchus, c'est ceux qui vont être colorés avec des grandes branches. On est d'accord, en forme de corne de cerf. Les stations d'observation permettent d'évaluer les perturbations d'ordre naturel ou engendrées par l'activité humaine sur la santé des récifs. William est bénévole à l'association Paladalic. Il est chargé de la formation du groupe de collégiens. Dans le cadre de l'association, on intervient surtout pour leur parler du récif, de l'herbier et de la mangrove, de qu'est-ce qu'un récif en bonne santé, en mauvaise santé et les principales perturbations. On les forme à réaliser eux-mêmes le suivi, donc c'est ce qu'on a réalisé là-bas en comptant les coraux petit à petit pour avoir des données quantitatives et arriver à estimer l'état de santé, la couverture corallienne des récifs. Branchus, massifs ou tabulaires, les coraux fournissent abri et nourriture aux poissons, crustacés et mollusques. Leur présence abondante est un indicateur de la bonne santé du récif, un récif qui constitue un rempart contre la houle et protège les côtes de l'érosion. Un phénomène qui touche l'îlot Tibarama. La mer elle a creusé, du coup le sable il est parti dessus les coraux. Puis ça, comme le corail a besoin du soleil, du coup le sable il a caché du soleil. Du coup c'est pour ça que le corail il est mort. À travers les initiations au suivi des récifs coralliens, les plongeurs sont sensibilisés et ils contribuent à la protection et à la conservation des coraux. Le réseau de suivi compte 94 stations d'observation réparties sur 31 sites dans les 3 provinces. Et c'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. Prenez bien soin de vous. L'information continue sur France 24. Au plus près. Chaque jour, suivez nos journalistes au plus près du terrain, des grands événements, des témoins de l'actualité. Reporters, enquête sur les sujets majeurs de l'actualité internationale. Élémentaire, notre planète vue et expliquée sous toutes ses facettes. Billet Retour revient sur des lieux qui ont marqué à jamais l'histoire. Les observateurs vérifient ces images amateurs qui témoignent de réalités insoupçonnées. Actuel, le magazine des femmes qui façonnent le monde. Tous les jours, partez au plus près avec nos équipes sur France 24 et France24.com.